On fait ce qu'on peut. Avec Fatia Abad-Moteh, on constitue des dossiers pour aider aux régularisations, avec des situations qui sont parfois ubuesques, hein, de personnes qui sont là depuis des années, voire des décennies, à qui on empêche simplement d'avoir une vie normale, digne ici. Pour certaines personnes, en fait, elles ont des enfants français. Enfin, vraiment, il y a des moments où on se dit, c'est pas possible, hein, c'est des situations cascadiennes, déroutantes, et moi qui me révolte, hein, pour tout dire. Donc moi je fais des lettres pour expliquer que par moment c'est nécessaire, etc. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche, pas toujours, mais ça marche. Ouais. Parfois, c'est juste avoir un rendez-vous à la préfecture. Donc, Oui. ça va très loin. Mais en tout cas, là, on fait le travail et on le fait gratuitement. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, j'ai rencontré des citoyens qui viennent me voir, qui ont juste un problème de rendez-vous et qui, en désespoir de cause, qui payent très cher. Oui. Qui, parfois, pour certains, vont solliciter des cabinets privés qui facturent très cher. Qui sont sur les réseaux. Bien sûr. Voilà. Et là, donc, c'est des marchands de misère, hein, je veux dire, c'est terrible. Et donc, nous, c'est gratuit et puis c'est militant, parce que pour nous, tout le monde a une égale dignité de présence sur le sol français. Tout le monde contribue, d'une façon ou d'une autre, à la richesse de la nation, étrangers ou français. Et là, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, nous, oui, en effet, on assume de faire le travail que, par moment, la préfecture a du mal à faire, ou qu'elle ne fait pas, parce qu'il y a des injonctions qui viennent d'en haut, de Beauvau, qui visent à contrarier toujours plus l'accès aux droits les plus élémentaires. Bon, on espère quand même qu'avec le nouveau gouvernement qui arrive, quelque chose va se passer. Alors, ces derniers temps, on est en plein dans la démocratie. Je rappelle quand même aujourd'hui, c'est la journée internationale de la démocratie et c'est une journée qui a été choisie le 15 septembre est une proposition de Nations Unies et en lien avec la Déclaration universelle sur la démocratie qui pose des principes constitutifs d'une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d'un vote démocratique. Entre le moment où vous avez été élu député, ça fait le temps vraiment de vivre en plein cette démocratie à la française. Oui, c'est un moment en fait puissamment démocratique. Là, paradoxalement, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire que les cartes sont rebattues de façon radicale. Celle du régime parlementaire, le régime de la Cinquième République, dont on voit bien qu'il dysfonctionne, qu'il est épuisé, voire même épuisant, dans le cadre de la crise qui s'approfondit. Et donc c'est ce cadre-là dans lequel on doit travailler, avec un pouvoir qui est celle du président Macron, qui visiblement vit ces dernières heures. Hein. Et nous, on pousse à sa démission, voire même carrément à sa destitution. On a déposé une résolution visant à accélérer sa destitution. Là, on est dans un moment de démocratie à vif. Oui. C'est vraiment à vif. Ah, bien sûr. Oui. Au niveau du Parlement, mais aussi dans la rue. Oui. La semaine le dernière. 10 septembre. Alors déjà, quand même. Alors la rentrée déjà, la séquence était intéressante. Oui. Le 8 septembre, pour la rentrée, premier jour d'une session extraordinaire où on devait examiner des textes. Moi, le lendemain, je pourrais vous en parler, j'étais en projet de loi cybersécurité. Oui. Mais on a fait tomber un gouvernement. D'accord. Bayrou, voilà. Oui. Ça commence quand même le premier jour. Oui. Donc ça annule la session extraordinaire. Et 2 jours après, et puis, la dernière fois que c'était arrivé comme ça, un vote de défiance, c'était en 1955. Oui. Il faut quand même mesurer le caractère historique de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et paraît surtout banal. Ce fameux 49.1. Alors, on connaissait le 49.3 qui était rentré dans la tête de tout le monde. Oui. Et là, cette fois-ci, vous nous sortez le 49.1. Tout à fait. Et c'est lui qui l'a sorti, le vote de confiance. Et donc, on annule ce gouvernement. Il est parti vraiment. C'était pathétique en fait, de voir François Bayrou tout penaud à la fin quand il répond aux discussions générales. Bon, quand même. Ouais. Est-ce que vous attendez quand même, vous dites c'est un fiasco de Bayrou, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu mieux faire? Mais non, parce que déjà il annonçait la couleur. Il est arrivé après Barnier que nous avons fait chuter en décembre. Le projet de loi de finances était passé. Oui. Donc là en fait il roulait tranquillement sur des propositions de loi d'initiative sénatoriale qui étaient toutes plus régressives les unes que les autres. En fait, il pouvait faire rouler quelques mois encore comme ça. Nous, on a déposé des motions de censure, très rapidement. Elles n'ont pas été votées. Elles n'ont pas été votées. Y compris par certains partenaires de gauche.
peu importe. Donc lui, c'était une espèce de long crépuscule organisé. Oui. Et à un moment ou à un autre, il fallait quand même défendre un budget. Donc on savait qu'à un moment, Fallait y arriver. quoi qu'il arrive. Oui. Donc ça a été repoussé en permanence l'échéance. Et le moment où il annonce, après la session, en juillet, hein, une fois que nous, on a été envoyés, entre guillemets, en trêve parlementaire, là, il annonce la tronche du budget. Et là, on voit bien que ça va pas bien se passer du tout. Donc nous, très rapidement, on a publicisé l'idée qu'on allait déposer une motion de censure, nous, groupe parlementaire insoumis. Quand même, je tiens à souligner et ce budget qui était régressif, hein, particulièrement austéritaire, plusieurs dizaines de milliards d'euros de coupes dans les dépenses publiques, 2 jours fériés sucrés. On parlait de 44 milliards d'économies. Ce qui est dramatiquement énorme, sans taper dans les recettes. Hein. Oui. Et puis notamment aller taxer les riches, les dividendes du CAC 40. C'est toujours les mêmes qui casquent. Donc c'est encore un budget comme celui de Barnier, mais en pire. Donc nous, ce qu'on voulait censurer, c'était ce budget. Donc on a publicisé l'idée que nous allions déposer une motion de censure, et sur la base de quoi, en anticipation, tous les groupes se sont positionnés pendant l'été. Ils ont dit, on va la voter, cette motion de censure des Insoumis. Donc de fait, Bayrou voyait que ça allait pas passer très rapidement. Et dès la mi-septembre. Donc il a anticipé en demandant la confiance pour sauver la face. Donc il est parti dans ces conditions dès le 8 septembre, sans le début d'une esquisse, d'une introduction d'un débat budgétaire. C'est quand même un peu compliqué pour celui qui... Mais ça reste très compliqué, ce budget. Alors, mais il y a la presse quand même qui vous colle les fameux pas contents. C'est-à-dire que les Français suisses, c'est toujours pas content. C'est vous au départ contents. C'est bien sûr qu'on n'est pas content. Oui. Il y a pas de quoi s'extasier. Et quand vous regardez, alors moi, j'accorde une confiance très relative aux sondages, mais quand vous regardez l'état des sondages par rapport au gouvernement, et même celui qui est en train de s'installer, mais encore plus pour l'exécutif jupitérien en haut à l'Élysée, c'est proche du néant. Et oui, les gens ont de bonnes raisons de se révolter, d'être en colère en ce moment. C'est pas possible. On continue dans une ambiance de chaos qui est entretenue et construite par le pouvoir. Quand on dit oui, nous, les ingénieurs du chaos, pas du tout. Nous, on essaie de restabiliser le champ politique en prenant acte aussi du potentiel révolutionnaire d'un retour aux urnes. Nous, on est pour la révolution citoyenne. C'est-à-dire, un retour aux urnes, il reste 18 mois, vous pouvez pas patienter un peu? Vous voulez tout de suite... Quand patienter 18 mois dans cette ambiance-là, déjà qu'on est en tension au tout début du mois de septembre, on n'a même pas commencé à examiner le budget, vous imaginez, dans quelques semaines, comment ça va être. Donc là, à un moment donné, je pense que le président de la République, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs c'était un des mots d'ordre de Bloquons tout, le 10 qu'on allait évoquer, on a bien compris que la raison suffisante du problème et du chaos, c'est Emmanuel Macron, qui s'entête, qui n'a pas nommé un gouvernement qui était issu du bloc, qui était arrivé en tête la dernière fois. Donc là, il a choisi contre les résultats des urnes. Il s'est entêté avec des gouvernements qui prétendument devaient assurer la stabilité. Donc ça a été Barnier, le grand négociateur du Brexit. Il est pas resté très longtemps. Bayrou, il est resté entre guillemets longtemps parce que le cadre l'y favorisait, mais il est tombé finalement. Le Cornu, qui est le dernier des soldats d'Emmanuel Macron, le ministre de la guerre, des armées, que moi, encore une fois, j'ai eu en face, qui est un habile négociateur, et notamment avec l'aile d'extrême droite. On verra comment il va faire tenir son bloc. Et maintenant, on évoque ce fameux arc républicain. Avant, c'était le cordon sanitaire. Là, on parle de l'arc républicain, dont votre tendance pourrait être exclue. Ah oui, moi, ça me fait doucement. Est-ce que vous êtes invité à aller prendre langue avec Monsieur Le Cornu? Pas du tout. Et puis, telle ne sera pas notre ambition, parce que nous, on a bien compris que précisément cet arc républicain tel que le vendent ces forces qui sont en vérité de plus en plus minoritaires, n'a aucune espèce de sens. Par exemple, même l'étiquette les Républicains. Marxi, dont l'actuel président dit que l'état de droit, finalement, c'est quelque chose qu'on peut renégocier, qui en permanence agite tous les spectres de l'extrême droite sur l'immigration, la submersion migratoire, sur les Français de papier, qui est quand même une catégorie qui vient de Vichy. Et puis on connaît son background. Il a été formé au Puy du Fou par De Villiers. Et là, c'est l'extrême droite identitaire la moins fréquentable. Donc ça c'est les Républicains. Donc quand on dit l'arc républicain, moi je rigole doucement. Et c'est une imposture sémantique majeure. Finalement, l'arc, il est en train de
de se rétrécir Mm. à des forces d'extrême droite qui s'assument comme telles et qui divisent le peuple quand on voit bien les mots d'ordre les plus fondamentaux. C'est pas l'immigration, l'identité, la culture française franchouillarde assiégée. C'est au contraire le pouvoir d'achat, la lutte contre les inégalités sociales, l'injustice fiscale avec ces riches qui se gavent littéralement sous Macron, ces milliards qui échappent à la taxation et à la redistribution. C'est ça. Et puis, évidemment, la lutte contre les effets des dérèglements climatiques, qui passent à l'as depuis trop longtemps, avec des lois régressives qu'on a dû subir dans l'hémicycle, entre la proposition de loi du plomb, 2 millions de signatures. Oui. Une pétition, c'est du jamais vu. C'est aussi la proposition de loi qui visait à simplifier, entre guillemets, la vie économique, qui est une catastrophe à tous les niveaux. Ça, c'est ce qu'on subit aujourd'hui, qui va contre le mouvement de l'opinion. C'est quand même gravissime. Donc, quand on dit, nous, on est en dehors de l'arc républicain, au contraire, on n'a jamais été aussi ancré dans les revendications du peuple. Voilà, c'est très important, mais écoutez quand même dans cette grande famille que vous avez formée avec les forces de gauche et qui quand même a subi des coups de boutoir. Et au dernier développement, on a l'impression que vous vous éloignez de plus en plus de vos collègues socialistes. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est eux qui s'éloignent de nous. Oui. Bon, c'est un peu rhétorique de le dire comme ça. Moi, j'aurais deux façons de répondre. Évidemment qu'on a des débats stratégiques et qui sont contraints par l'état du champ politique. Oui. Pendant des mois, à tergiverser sur... c'est nous qui devions être à Matignon, avec Lucie Castet comme première ministre, avec un gouvernement du nouveau Front populaire, et moi qui m'a enthousiasmé. On a tous fait campagne réunis autour de ces mots d'ordre et d'un programme que nous avons tous défendu. Donc, nous, on doit tous, force de gauche, on doit composer avec cet existant, qui est vraiment pas facile. Mais Dans le cadre aussi de perturbations entretenues par l'Élysée et par ces gouvernements délétères. Au même moment, comme ce que je vais dire, qui va vous paraître étonnant, mais en fait pas du tout, quand vous allez voir les votes, oui. la discipline de vote et comment les groupes travaillent les uns avec les autres. Il y a des statistiques. Allez voir data.an.fr. Une super interface qui regarde de façon très objective quels sont les votes. Oui. Moi, j'ai voté. Alors, vous savez, c'est les scrutins publics qui sont comptabilisés. D'accord. Quand vous votez en séance, Oui. à main levée, c'est pas compté de la même façon. Oui. Mais le scrutin public, on peut très objectivement voir comment les groupes votent. Moi, j'ai fait 3000 votes. Donc, j'ai beaucoup voté en séance. Oui. Et je vois en pourcentage avec qui je vote. D'accord. Et vous allez voir que je vote beaucoup avec les écologistes, beaucoup avec les communistes et franchement beaucoup aussi avec les socialistes. D'accord. Donc sur le plan du travail parlementaire le plus ordinaire, y compris en commission, en fait, on travaille ensemble. Par contre, allez voir avec UDR, LR, RN encore moins, là je suis vraiment, c'est au ras du sol, je ne vote pas avec eux. Donc les blocs sont construits et se maintiennent à travers le travail parlementaire pour lequel on a été élu. Donc moi, c'est une réponse peut-être presque pratico-pratique du point de vue de comment on est députés les uns avec les autres. Oui. Pas plus tard que la semaine dernière. Donc moi, j'étais chef de file pour mon groupe à l'occasion de l'examen du projet de loi cybersécurité, qui est un projet de loi très très important qui vise à transposer des directives européennes sur les questions de résilience des infrastructures critiques, de sécurisation des réseaux, etc. J'étais seul, parce qu'en fait tous les camarades étaient dans la rue. Dans la rue, oui. Mais c'était quand même un moment un peu particulier parce qu'on n'avait pas de ministre en face. D'accord. Pour un projet de loi, c'est quand même très compliqué. Mais néanmoins, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'avec les camarades écologistes, communistes, socialistes, on votait pareil. D'accord. Et on a travaillé ensemble. Donc, on peut encore maintenir cette grande famille du nouveau Front populaire. Moi, j'y crois très fort. Oui. Et localement, bien sûr que, en fait, le champ politique militant local, il n'est pas infini. On se connaît tous, on s'est côtoyés dans les conseils municipaux, au conseil communautaire, à l'agglo, on milite ensemble, on se retrouve dans les manifestations. Donc évidemment qu'on se connaît. Après, il y a des petites divergences stratégiques, tactiques, c'est normal. Il y a des échéances qui sont pas forcément séquentes. Se présenter aux législatives, c'est pas forcément les mêmes enjeux que se présenter aux municipales. Moi, je pense que c'est sain qu'on discute. Si on était tout le temps complètement aligné, ça serait un peu, ça serait même carrément déprimant. On serait complètement monotone, avec des mots d'ordre intangibles et qui toléreraient pas les contrastes entre des petites variations idéologiques. Et ma responsabilité en tant que coordinateur local de la France Insoumise, c'est de faire valoir les mots d'ordre qui sont ceux de mouvement. Mais j'entends tout à fait que du côté du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts, il y ait velléité de défendre une autre sensibilité, une autre approche tactique de ces enjeux. L'enjeu 2026,
la France Insoumise n'était pas là aux dernières élections municipales. Si. Ah, vous étiez... Moi, j'étais numéro 2. Ah, d'accord. À Melun, et je Oui. représentais la composante insoumise. Alors, c'est Insoumise. pas tant que ça, parce qu'à Oui. l'époque, Vous étiez associé aux écolos et aux communistes, aux communistes, socialistes, aux socialistes, à tout le monde, en fait. Voilà. Donc là, déjà, vous avez annoncé les couleurs. Vous avez déjà vous êtes teniste sur Melun. Chef de file. Chef de file, hein. Différent. Différent. Il faudra nous expliquer tout cela. Très subtil. Très subtil. L'ambition de la France insoumise. Parlons de notre régression de notre département. Quand même, on a beaucoup de petites communes. Et on vous voit moins dans ces petites communes rurales que dans les communes dites urbaines. Vous voulez dire moi ou la France insoumise? La France insoumise. Alors, il y a des insoumis partout. D'accord. Il y a qu'à voir, enfin, les bureaux de vote, y compris dans les petits villages, des gens qui votent Mélenchon. Oui. Et à raison, parce que nous, ça fait depuis des années qu'on travaille sur la ruralité. Et on se rend compte que les problèmes que rencontrent les gens dans les villages sont les mêmes, souvent que dans les quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires, les quartiers populaires. C'est l'accès aux droits les plus élémentaires, l'accès aux services publics. Ce sont des services dégradés, le transport public, l'école, avec des écoles qui ferment dans les villages. Oui. Moi, ce sont des problématiques que je connais très bien. Moi, je suis né dans un village. Hein. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence dans des villages de Picardie. Donc, on me la fera pas à moi, oui... l'insoumis urbain. Non, moi je connais les champs de betteraves. D'accord. J'ai connu ça par cœur. Et il se trouve qu'on a plein de propositions sur sur la ruralité. Oui. Et pour nous, un des enjeux fondamentaux, d'ailleurs, l'Institut La Boétie, qui est le think tank, la boîte à idées, cercle de réflexion de la France Insoumise, vient de sortir un ouvrage coordonné par Julien Talpin, qui est sociologue, et Clémence Guettet, qui est notre coprésident de La Boétie et vice-président de l'Assemblée nationale. Un ouvrage qui s'intitule Nouveau peuple, nouvelle gauche, ou peut-être c'est l'inverse, peu importe. Et il y a plusieurs chapitres sur la fausse opposition entre urbain et rural. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On a les mêmes problèmes de pouvoir d'achat, encore une fois, d'accès aux services publics les plus élémentaires. Moi, je me suis positionné très tôt, dès que je suis arrivé à l'Assemblée, sur les déserts médicaux. Avec la Seine-et-Marne qui est juste devant Mayotte. Oui. On part de très loin. Et pour moi, c'était fondamental. Et bien sûr, le maillage est très déficient. Et finalement, les problèmes d'accès aux soins, à la santé publique, etc., dans les villages, c'est pareil en ville. Et là, on voit que l'opposition ville-campagne a aucune espèce de sens. Elle est ridicule. Donc nous, on travaille là-dessus. De la même façon que vous avez des villages dans l'agglomération qui sont périurbains. Vous avez des lotissements, ça pousse un peu partout. D'ailleurs, avec un enjeu de maîtrise du foncier, dans quelle mesure on doit... faire pousser ces villages, mais vous voyez des gens qui habitaient dans des départements sous tension démographique et qui étaient particulièrement croissants, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, viennent chez nous. Il y a l'écoquartier à Melun. L'écoquartier, c'est une espèce de village dans la ville. Et ben, c'est un grand lotissement, comme on en faisait dans les années 70-80, avec la mode de l'accès à la propriété, la maison individuelle. On est dans la même ambiance. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que des insoumis, il y en a partout. Et évidemment que nos propositions, elles résonnent partout. Et moi, je me fais un devoir de circuler partout dans ma circonscription. Je l'ai fait, moi j'ai lancé ce concept de cirque-tour. Oui. Donc je vais voir les maires de tous les villages. Alors il y en a beaucoup, hein, il y en a 23 des communes dans ma circonscription, mais je le fais au fur et à mesure. Là j'ai des rendez-vous qui sont pris pour la rentrée. Je vais aller à Perth-en-Gâtinais, je vais aller à Fleury-Languière. Je retourne partout où j'ai déjà pris langue avec les élus locaux, mais moi je fais ce travail de jonction et c'est assez intéressant parce que là clairement les scores que j'ai obtenus à Barbizon ou à Arbonne-la-Forêt sont perfectibles. Hein. Ça je le cache pas, c'est pas là où j'ai mon cœur d'électorat. Mais je m'en fiche. J'y vais parce que je suis leur député aussi. Et j'ai plaisir à échanger, y compris avec des maires qui n'ont pas voté pour moi et qui, pour certains d'ailleurs, ont voté contre moi. Ou surtout pas que je sois leur député. En fait, moi, je pense qu'il y a eu une forme de désescalade et puis d'apprivoisement réciproque. Et aujourd'hui, on s'entend plutôt bien avec pas mal de maires. Et je pense que les électeurs le voient aussi. Et moi, mon enjeu, c'est de créer du consensus et par moments de l'intérêt général. Moi, le slogan qui est un peu prétentieux, hein, mais c'est votre député au service de l'intérêt général. Il y a des moments, là je parlais de services publics, tout ça doit me concerner. Éducation, culture, transport, etc. Moi je me rends utile à tous les niveaux. Et nos propositions, moi je me rends compte qu'elles résonnent. Une fois qu'on passe tous les clichés sur la France insoumise qui bordélise,
qui sont sérinés tout le temps dans les médias, dominés par par une doxa complètement stérile et débile, et puis manipulés par des milliardaires qui ont des intérêts proprement politiques, Sterrin, Bolloré et compagnie, et y compris d'ailleurs sur le service public, et ça c'est regrettable. Une fois qu'on sort de tous ces clichés, on commence à raisonner. Et moi, j'ai une stratégie. Oui. Vaut ce qu'elle vaut. Oui. Peut-être qu'elle n'est pas rentable, j'en ai rien à fiche, mais c'est la mienne. Je parie sur l'intelligence des gens. Leur capacité par moment à déconstruire tous ces clichés. Et d'ailleurs, ils sont, enfin, pour leur grande majorité, ils ne sont absolument pas dupes de la propagande dont ils sont les cibles tous les jours. Et une fois qu'on a désembué cette montagne d'opinions construite, en fait, on a des discussions qui sont rationnelles et intéressantes. Est-ce qu'il y a une chose pour que, notamment sur la Seine-et-Marne, votre parti, la France Insoumise, arrive au conseil départemental? On sait que c'est une élection quand même qui est assez particulière, sans cette grande famille du nouveau Front populaire. Ça, c'est une bonne question. Les configurations, alors le nouveau Front populaire, c'est l'état de l'union à gauche en 2024. Oui. Je ne sais pas à quoi ça ressemblera en 2025. D'accord. Moi, quoi qu'il arrive, nous, on sera toujours force de proposition et de position et d'opposition à gauche. Donc, quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a une aspiration du peuple à ce qu'il y ait union. Oui. Nous, on appelle ça union populaire, par ailleurs, la France insoumise. Moi, enfin, quelle que soit l'échéance, il faut le faire. Néanmoins, et là je parle du conseil départemental, où par ailleurs, en Seine-et-Marne, qui est arrivé premier à la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'est quand même un gros indicateur. Oui, c'est pas rien. Donc je pense qu'il y a une aspiration du peuple. Après, cette union, elle doit être conditionnée. Nous, notre stratégie, elle est carte sur table, c'est le programme. Et l'incarnation, elle vient après, d'une certaine façon. L'union, elle ne se décrète pas. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen en vue d'obtenir un résultat, qui est transformer la vie des gens. Et donc, quand on dit union populaire, pour nous, c'est pas une espèce de mantra abstrait. Parce que j'étais pas présent à la fête de l'humanité, je culpabilise, c'est la première fois. Oui, c'est juste à côté. C'était juste à côté. Et j'ai vu qu'il y avait encore cette aspiration union. Oui, bien sûr. Moi aussi, je peux l'entonner avec le cœur et l'énergie et tout. Mais l'union, ça se construit. C'est pas un processus. C'est pas une espèce d'état stable. Et elle doit être constamment remise en jeu. Et remise en jeu de quoi? De cette démocratie dont on parlait tout à l'heure. De l'exigence de constamment l'animer. Ça peut être par des AG. Il y en a en ce moment avec Bloquons Tout. C'est une actualisation des mots d'ordre parce qu'en fait, les combats évoluent. Et même si les idéaux qui sont les nôtres sont intangibles, justice sociale, urgence démocratique, urgence climatique, ça on est tous d'accord, ce sont des priorités, mais néanmoins, on doit être constamment dans l'action. Et tout le temps que l'on épuise dans des discussions entre partis, entre mouvements, à penser des conditions de possibilité de l'union, c'est autant de temps qu'on ne passe pas à aller voir les gens. Et nous, la stratégie de l'Union populaire que nous déployons depuis toujours, c'est sortir de nous-mêmes, nous la gauche, qui se regarde dans son entre-soi confortable. Nous, on va voir les gens. Et parfois, c'est inconfortable. On se rend compte qu'on est complètement déconnecté. Mais ça veut dire justement sortir de sa zone de confort. Exactement. C'est fondamental. Il y a des moments où on se fait plaisir avec des belles idées. Et quand on va voir les citoyens, on se rend compte qu'on n'est pas complètement connecté. En soi, là, il y a quelque chose à travailler. Il faut convaincre. Et la conviction et partir des arguments et de la raison, c'est jamais complètement gagné. Et c'est pas parce qu'on a été élu une fois, ce qui était mon cas la dernière fois, qu'on le sera la prochaine fois. C'est la raison pour laquelle, par exemple, jeudi dernier, et puis le jeudi précédent, j'étais au marché de Montaigu, très modestement, avec mon écharpe, à discuter avec les gens qui étaient là, qui étaient d'ailleurs pas forcément de ma circonscription, mais avec qui j'ai plaisir à échanger et à rendre compte de ce que je fais. Ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Moi, je dois être bousculé aussi. Si je travaille mal, alors là, faut me le dire, faut m'envoyer des messages. Si je peux faire encore mieux, pareil. Et tout ce que je vote, et c'est l'essentiel de ce pourquoi j'ai été élu d'ailleurs, et je pense que les gens ont bien compris que j'étais présent en séance, je suis dans les 10% de députés les plus actifs, mais tout ce que je fais, j'en rends compte. Et ça veut dire être en campagne permanente, d'une certaine façon, ça veut dire aller au marché. J'y serai save the date, je serai samedi matin à Gaillardon, avec ma petite table, mon drapeau, mon numéro 3 d'espace politique, pour expliquer ce que je ferai et recevoir les doléances, les récriminations, s'il le faut, des personnes qui passeront. Voilà, donc vous avez noté, donc vous pouvez
déjà rencontré, donc c'est ce samedi, hein. Oui. Vous savez À que Melun. à Melun. Ouais, tout à fait. Melun aussi. Est-ce que, c'est là qu'on va terminer, après votre expérience, après toutes ces élections, que ce soit la présidentielle ou législative, on a vu quand même une bonne montée en puissance de votre parti. Qu'est-ce que vous visez comme ville que vous pensez prénable aux prochaines municipales? Alors là aussi, ça serait trop facile de dire, on a fait un bon score la dernière fois, donc Oui. c'est mathématique et tout. C'est toujours des scrutins très spécifiques. Néanmoins, vous dites monter, moi en effet, je vois monter en puissance. Évidence que quelque chose s'est passé la dernière fois. Le fait que je l'emporte avec toutes les forces de gauche, mais avec quand même une bonne impulsion insoumise, c'est quand même... Surtout avec les bisbilles de la ligne droite, quand même. Oui, Oui. tout à fait. Oui. Mais n'empêche que moi, ce que j'ai trouvé fort, et moi qui m'avait beaucoup ému, je veux dire, il y a aussi de l'affect hein, quand on fait de la politique, c'était de voir la mobilisation, y compris de la jeunesse, que moi je construis encore aujourd'hui, j'entretiens l'enthousiasme, et c'est l'idée qu'en fait, on peut gagner parfois. On peut gagner. Quand je suis arrivé à Melun, moi j'ai pas fait tout mon CV, mais moi j'ai toujours vécu dans des villes communistes, hein, où la gauche est toujours au pouvoir, où il y a zéro enjeu. Au second tour, c'est gauche contre gauche. Oui. Par exemple, j'étais à Montreuil, bon, puis après j'étais à Fontenay-sous-Bois, ville communiste, où les services publics fonctionnent bien, on a de la culture et tout. Et Paul Pédil était jusqu'à oui, récemment encore. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et quand je suis arrivé à Melun, cette évidence s'est écroulée d'elle-même. Oui. J'ai découvert une ville de droite de toute éternité, qui avait basculé du point de vue de la députation avec Alain Vivien. Alors il y avait M. Carassus aussi, Oui. mais n'empêche que la gauche n'est pas en terrain conquis, quoi. Et donc à un moment donné, de mettre en échec cette idée que ça sera toujours à droite, eh bien, pour moi, c'était très prometteur, y compris sous l'angle municipal. On se rappelle quand même, en 2014, la gauche a failli emporter. Oui. C'est joué à 500 voix. Là, c'était le Marcisais qui était Des François Caffaut, à Cap-Fort, qui est d'accord. maintenant eurodéputé, que je vais sans doute côtoyer bientôt à Bruxelles, puisqu'il y a une grande loi spatiale européenne sur laquelle je vais me positionner lui aussi. Donc il y a des effets de destin, c'est amusant. Mais toujours est-il que la gauche a failli l'emporter. En 2020, c'était plus compliqué. En 2026, les ingrédients sont réunis. D'accord. Maintenant, il faut Il y a un alignement des astres, vous qui scrutez le ciel. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, on va réécarter Jupiter. Et moi, ce que je vois, c'est que la majorité locale, alors, elle fait des choses que par ailleurs, moi, Ah bah là, on peut pas cracher sur la végétalisation de la place Saint-Jean. Je ne cracherai pas dessus, d'autant plus que je l'ai voté. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure, on est au service de l'intérêt général. Quand ça va dans le bon sens, on vote. Le cinéma qu'on va inaugurer le 27, moi, je l'ai voté aussi. Alors, je l'ai voté à l'époque, c'était 5 millions, hein, le budget. Bon, ça a explosé à 12. Mais néanmoins, je serai présent et bravo. C'est très bien. Maintenant, après, se pose la question de quelle politique culturelle, quelle stratégie d'exploitation, etc. Bon, il y a les affolants quand même, les affolants qui s'inscrivent derrière. Voilà, ça a été. Vous irez faire votre tour aux affolants? Évidemment, j'y serai toute la journée du 20. Oui. Donc, quand ça va dans le bon sens, là, il y a des forces en puissance. Melun est une ville populaire, avec des gens qui font bien, des associations. La semaine dernière, c'était le forum des associations. J'ai circulé, c'était formidable. Il y a plein de belles énergies à Melun, des gens qui veulent bien faire et que je côtoie, que je vais voir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut convertir cette énergie et confirmer que c'est une ville de gauche, une ville populaire avec des associations qui pourraient encore mieux fonctionner, des radios qu'il faudrait davantage aider. Par exemple, la vôtre, Radio Mongiamo, qui fait un travail d'utilité publique. Merci, on en a besoin. Qu'il faut vraiment soutenir et qui est la seule à m'inviter. Oui. Je tiens à le dire. Et merci pour tout ça. Oui. Donc, tous les ingrédients sont réunis. Maintenant, la question, c'est comment mettre tout ça en mouvement. Donc, nous, notre option, c'est alors, je suis chef de file et non pas tête de liste. Je devais être tête de liste. D'accord. Je m'étais proposé, je m'étais même présenté en 2023 face à Kader Mebarek. J'ai obtenu magistralement 2 voix, puisque c'était les voix de mon groupe, hein, donc j'étais un peu en minorité, mais c'était normal, c'était le conseil municipal qui votait. Donc là, moi, je serais parti. Oui. Tout dire. Là, je suis député, je peux pas. Et ça m'ennuierait qu'on perde la réputation, parce que je rebascule tête de liste pour les municipales. Néanmoins, ce que je vois, certains de mes collègues sont tête de liste. D'accord. Ne seront pas forcément maires. Il y a des équilibres. Moi, ça m'ennuie de dire aux citoyens, je suis tête de liste, mais je serai pas vraiment votre maire. Oui. Donc là, il y a toute une discussion à avoir à l'interne. Mais conduire, prendre, puis... moi, je serais
sachez-le, Oui. je serai très présent. Mouiller la chemise. Ah mais que ce soit 1, 2, 3 ou 2, 3, enfin, peu importe, ou même 43 sur la liste, je serai présent et je mets toute mon énergie dans la bataille à Melun, mais aussi partout ailleurs. Je vais aider tous les candidats, candidates qui veulent faire vibrer la voix de l'insoumission dans l'agglomération. Et là, en ce moment, on en est dans l'organisation. On a une équipe qui est soudée, qui travaille, qui va voir les gens, les associations, qui prend le pouls, qui a d'ores et déjà un programme. Là, je peux pas en dire parce que la campagne n'a pas encore commencé. Et moi, j'aimerais en fait, parce que je sais que les gens sont très épuisés par la politique. Quand on va les voir là maintenant avec les élections municipales, certains que ça intéresse vous diront ah oui, quelles sont vos propositions, qui se présentent, mais ça c'est vraiment minoritaire. Le sentiment collectif global, y compris à Melun, c'est celui de on est fatigué par la politique. Ce que je comprends. Il y a un concept qui s'est imposé aujourd'hui, on parle de fatigue démocratique, et ben ça vaut aussi pour les municipales. Donc moi, ce que j'aimerais en fait, et on verra si c'est la stratégie qui a été retenue pour notre campagne insoumise, et on verra dans quelle mesure on élargit à tous les groupes politiques de gauche. Et là, je veux dire, soit dit en passant, que je regrette que l'union de la gauche, des socialistes et des communistes soit partie sans nous, peu importe. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est sans doute une campagne courte, mais intense et brève, qui sera celle de la présentation d'un programme et d'une incarnation, d'une équipe qui est prête à gouverner. L'enjeu, il n'est pas tant de gagner, mais d'expliquer comment on va gouverner. Je me rappelle, enfin, c'est peut-être là où on n'a pas été suffisamment convaincant la dernière fois. On était une force d'opposition, et donc a été cantonné à l'opposition. À l'opposition, nous, ce qu'on va faire, à tout rejeter. Exactement. Oui. Et moi, j'ai été conseiller municipal. C'est vrai que c'est une bonne partie de mon travail d'élu d'opposition, c'était de m'opposer. Oui. Alors, j'ai compris au fur et à mesure qu'il fallait au même moment se poser et proposer, et c'est quand même beaucoup plus intelligible. Et en effet, ça contredit le stéréotype de l'opposant éternel. Oui. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, nous, évidemment qu'on va faire du diagnostic critique, on le fait déjà. On a 2 élus côté Union Populaire de Melun, Fatih Ahmad Motet, qui m'a remplacé. J'ai démissionné aussitôt pour que ça tourne, oui. Et Cécile Prime, qui sont là, qui sont présentes pour porter nos idées au conseil municipal et faire ce travail de diagnostic. Mais le travail de diagnostic, on va pas s'y épuiser. Nous, ce qu'on va faire, c'est expliquer ce qu'on va faire pendant toutes ces années, une fois qu'on sera au pouvoir, et présenter au fur et à mesure les membres d'une équipe municipale. Et à chaque fois, enfin, moi, je le vois un petit peu comme ce sont des fortes têtes de liste qu'on va mettre dans l'équipe, des personnalités très impliquées, certaines qui émergent, qu'on ne connaît pas encore complètement, mais qui sont très présentes. Et moi, en fait, je crois très fort dans le renouvellement de l'offre politique locale. J'aime pas dire offre, on a l'impression que je vends des savonnettes, mais l'idée, c'est que les personnes qui vont venir, en fait, elles sont toutes compétentes. Je suis d'accord avec vous, mais je voudrais juste répondre cette phrase qui nous dit « Le courage est mis à l'épreuve quand on est dans la minorité, la tolérance est mise à l'épreuve quand on est dans la majorité. » Bien sûr. Alors, moi, ce que je vais vous dire, alors ça va vous paraître fou. Moi, comme j'ai subi, et je subis encore dans l'hémicycle, le statut de l'élu d'opposition, qui est pénible. Par exemple, en tant que député, j'ai déposé 2 propositions de loi que j'ai beaucoup travaillé, qui ne seront jamais examinées. D'accord. C'est frustrant. En tant qu'élu d'opposition, c'est pareil. C'est frustrant de constamment devoir en répondre. On vous propose des documents 6 jours avant, où là vous avez des centaines de pages à éplucher. Moi, ça me mangeait tout mon jeudi avant le conseil municipal. Je relisais. Et avant, il fallait préparer. On faisait des réunions avec les camarades. On fixait des votes de groupe, etc. Donc tout ça est frustrant. Nous, en majorité, là, je vais le dire comme ça, mais ça fait partie des propositions que j'ai déjà en tête. On va donner des pouvoirs aux oppositions. Je peux pas en dire plus. D'accord. Mais j'ai beaucoup étudié ce qui se passe dans d'autres communes qui sont infiniment plus démocratiques que celles de Melun. Par exemple, là, c'est pas directement les élus d'opposition, mais donner du pouvoir aux citoyens, ne serait-ce que d'interpellation. À la fin du conseil municipal, comme ça se fait d'ailleurs à Volpénil, offrir la possibilité à des citoyens de poser une question. Qui assistent au conseil Là, il y a une séquence bordée d'une demi-heure. Hop, les citoyens peuvent prendre le micro et interpeller la majorité comme les oppositions. Ça pourrait être ce type de mesures, mais c'est aussi, et là j'en dirai pas plus parce que c'est vraiment dans le programme qu'on est en train de consolider, des droits nouveaux pour les oppositions.
Donc, nous, ce qu'on veut, c'est construire par moment du consensus. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne au sein de la France Insoumise. Quand on désigne, par exemple, un chef de file ou une tête de liste, eh bien, on la désigne au consensus, par l'épuisement des arguments. Une fois que quelqu'un s'est imposé en raison, on dit, bah voilà, ça sera lui. D'accord. Ouais. C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai été désigné candidat. Parce qu'il y avait plus personne qui, bon, il nous a épuisés. Donc, ça sera lui. Et bah, c'est pas du vote. Et le vote, c'est parfois producteur de, alors, évidemment qu'on on lève la main, etc. Mais en fait, nous, on discute beaucoup. Et on aimerait que ces conseils municipaux soient autre chose que des chambres d'enregistrement où chaque élu de la majorité adjoint, qui pour certains le vivent d'ailleurs comme une souffrance, hein, ils présentent leurs délibérations, pas toujours d'ailleurs, hein, les adjoints, qui sont préparés par les services. Il y a un côté un peu peut-être presque bureaucratique où chacun va présenter sa délibération. C'est éventuellement discuté par l'opposition en face si elle a travaillé. Oui. C'est le cas parce qu'elle n'a pas forcément le temps et ni les services pour aider en coulisses. Et là, vous avez une conversation parfois un peu convenue où chacun va s'opposer de façon artificielle. Mais néanmoins, on pourrait produire des débats mais beaucoup plus intenses. On pourrait les faire tourner. Pareil, dans les idées que j'ai, elle vaut ce qu'elle vaut, tout a lieu au sein du conseil municipal, à Melun, à la mairie. Bah, moi, ce qu'on pourrait faire, c'est faire tourner les conseils municipaux. Pourquoi pas sortir de cette belle... Pourquoi pas en mode 3 en mode 3, aigu. Pourquoi pas à la boussole. Pourquoi pas partout où on a des espaces municipaux, faire tourner cette démocratie locale, la rendre visible et inviter davantage les citoyennes et citoyens. C'est frappant de voir, alors la vidéo en direct, c'est grâce à nous. Il faut quand même s'en rappeler. Nous, on a filmé de façon illégale, je me rappelle, c'était avec Éric Tortillon, et nos téléphones portables, on s'était fait enguirlander à l'époque par M. Ogel. Il disait, c'est pas prévu par le règlement intérieur, il menaçait de faire venir la police municipale, et c'est un peu grâce à nous que maintenant c'est filmé. Maintenant c'est filmé, c'est on voit qu'il y a un intérêt. Donc, il y a des gens qui regardent ça. Ça a changé d'ailleurs la façon dont les élus locaux se comportent en séance. Exactement. Ils préparent davantage. C'est plus la chambre d'enregistrement. Moi, je me rappellerai toujours. Anecdote. Quand je suis arrivé à Melun en 2013, comme j'étais à Montreuil et à Fontenay-sous-Bois jusqu'à présent, moi, mon réflexe, c'était d'aller voir les séances du conseil municipal. Normal, j'étais dans le public. J'y vais la première fois à Melun. J'étais le seul. Et au moment d'entrée, il y a le maire de l'époque, Gérard Millet, qui me dit bonjour, mais qui êtes-vous, monsieur? Je sais pas, je suis un citoyen. Je veux assister au conseil municipal. Et là, il était étonné, il était surpris. Ah bon, ça vous intéresse? Bah oui, ça m'intéresse. Je suis citoyen et électeur par ailleurs. D'accord. Et bah moi, j'aimerais concerner davantage les citoyennes et les citoyens, par exemple avec des panneaux d'affichage partout dans la ville qui disent prochain conseil municipal jeudi, venez le jeudi à 18h30, c'est ouvert et être beaucoup plus agressif dans la démocratisation des choix qui concernent tout le monde. Et le problème, c'est que souvent, il y a des incompréhensions des citoyens, des administrés, parce qu'ils découvrent les choix une fois qu'ils ont été faits. C'est par exemple les choix d'aménagement, la place Saint-Jean, enfin, ça a été combien de mois et des mois et mois d'incompréhension, de tergiversation, de gens qui comprenaient pas quel était le schéma, etc. Si on avait davantage inclus dans la décision, parfois pour réviser à la marge, etc., bah, les gens auraient été beaucoup plus complaisants, entre guillemets, c'est-à-dire ils auraient accompagné le projet, la transformation du projet. Ça doit être à tous les niveaux. Et là, il y a une défaillance majeure en termes de démocratisation des choix municipaux. Et moi, j'ai pas mal d'idées pour faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux. Et d'inclure notamment la jeunesse, avec un conseil municipal de la jeunesse qui soit autre chose que simplement des jeunes citoyens qu'on affiche au cocktail pour servir les kirs quand on organise un pince-fesse à la mairie. Moi, franchement, je trouve ça désastreux. Il pourrait avoir prise sur des propositions de délibération. Les proposer. Et une fois dans l'année, ça serait une séance un peu spéciale, des représentants de la jeunesse melunaise qui ont été élus par leur père pourraient présenter une mesure pour la jeunesse. Ça pourrait être des choses comme ça. Mais là, l'idée, c'est plutôt de les cantonner à leur rôle de faire valoir. Moi, je trouve ça désastreux parce que vraiment, s'il y a bien quelque chose à faire à Melun,
c'est d'impliquer la jeunesse dans la cité. Et en plus, il y a une appétence quand on discute avec les jeunes, que ce soit à l'Allemand, à Montaigu, au Métro, partout. Ils ont soif de politique. Oui. La politique, ça les concerne au premier chef. Et voilà, donc on va boucler ici. Merci, parce que bon, si on s'écoutait, on essaiera encore là. Mais donc il y a un premier rendez-vous que vous donnez à vos électeurs et aux habitants de d'Asseco, c'est ce samedi. Tout à fait. À partir de 10h, 10h, au marché de... Ne me ratez pas, il y aura un grand Gaillardon. Gaillardon. Au samedi, c'est voilà. Mon espace politique numéro 3 à diffuser, des tracts, j'aurai mon petit cahier pour noter les bonnes idées, donc venez à ma rencontre, y compris pour me dire des horreurs, hein. Moi, je suis là pour écouter tout le monde. Merci beaucoup, Arnaud Saint-Martin, député de la première circonscription de Seine-et-Marne, donc évidemment de Melun. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Joseph, pour l'invitation.